Magnéto présente Sur parole. Pensez tout haut. Les rencontres d'écrivains du CRILC. Bonjour, mon nom est Sylvain Lavoie et je suis doctorant à l'Université Concordia. C'est moi qui ai assuré l'animation de cette deuxième rencontre d'écrivaines et d'écrivains du CRILC de la saison 2017-2018. Cette année, les rencontres mettent à l'honneur le théâtre, ou plus particulièrement la face cachée de cet art, c'est-à-dire le travail des dramaturges, peu connus et souvent dans l'ombre des comédiennes et des comédiens, tout comme celui des metteurs en scène d'ailleurs. Il y a en effet un lien indissociable entre l'auteur, le texte et les différents artisans qui lui permettent de prendre vie. Pour explorer la nature de ces liens, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le dramaturge Larry Tremblay et le metteur en scène Claude Poisson. Larry Tremblay a signé une trentaine d'œuvres aux multiples significations qui ont connu un rayonnement dans de nombreux pays. Au théâtre, on lui doit notamment le Dragonfly of Chicoutimi, La Hache, Abraham Lincoln va au théâtre et Cantate de guerre. Ce roman L'Orangerie a reçu une quinzaine de prix en plus d'être adapté à la scène en 2016. Claude Poisson a cofondé le théâtre Petit à Petit et dirige, depuis 2014, le théâtre Denis Pelletier. Défricheur et défenseur de parole, il faut mentionner, parmi ses mises en scène récentes, Le Traitement de Martin Crimp, Rouge-Gueule d'Étienne Lepage et 5 visages de Camille Brunel de Guillaume Corbeil. Il créera, en 2018, le texte Hurlevent de Fanny Britt. La première rencontre a eu lieu il y a un mois environ avec Brigitte Hennequin et Louise Dupré, de l'autre côté. Donc ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Larry Tremblay et Claude Poisson. Donc Larry est auteur principalement et Claude, donc metteur en scène. Donc brièvement, écoutez, si je n'avais pas abrégé les biographies, on aurait pu prendre la rencontre au complet pour faire un peu vos parcours, ce qui est fascinant. Donc je vais quand même en tenir beaucoup plus au théâtre. Donc tout d'abord, Claude Poisson, donc il est auteur, comédien et surtout metteur en scène réputé. Il a été nommé à la direction artistique du théâtre Denis Pelletier au printemps 2014. Auparavant, il était co-directeur artistique et l'un des fondateurs en 1978 du théâtre Petit à Petit, le PAP, une compagnie de création vouée à la dramaturgie contemporaine. Figure de proue du théâtre québécois de plus de 30 ans, Claude est un défricheur et un défenseur de parole. Parmi ses mises en scène récentes, rappelons Le Traitement de Martin Crimp, Je voudrais me déposer la tête de Jonathan Arnois, Abraham Lincoln va au théâtre de Larry Tremblay, Mutantesse de Pierre Lapointe, Rouge-Gueule d'Étienne Lepage, The Dragonfly of Chicoutimi, encore une fois de Larry, et Tom à la ferme de Michel-Marc Bouchard. Il a également porté à la scène Tristesse animale noire de Anja Elling, Après moi le déluge de Louisa Cunillet, Bienveillance de Fanny Britt, Marie Tudor de Victor Hugo, 5 visages de Camille Brunel de Guillaume Corbeil et dernièrement, La Grande Écoute de Larry Tremblay, encore une fois, une réflexion mordante et insidieuse sur la compassion, notamment. En 2016, il signe la mise en scène de L'Orangerie de Larry, qui sera présentée en tournée en 2018. L'Avare est sa dernière mise en scène présentée au théâtre Denis Pelletier en 2017 et il signera au même endroit, en janvier 2018, la mise en scène d'Hurlevent qui marquera sa 3e collaboration avec l'auteur Fanny Britt. Une création qui construit un pont entre la jeunesse de l'ère victorienne et les milléniaux. Pour sa part, donc, Larry Tremblay est écrivain, metteur en scène, auteur, acteur, spécialiste de Katakali. Il est professeur associé à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM où il a enseigné le jeu et l'écriture dramatique jusqu'en 2009. Il a publié près d'une trentaine de livres comme auteur dramatique, poète, romancier et essayiste. Ses œuvres, qui nous transportent dans des univers aux multiples significations, ont été traduites dans une quinzaine de langues, en plus d'être maintes fois récompensées. Larry sera également finaliste en 2008 pour le prix Siminovitch. Ces pièces de théâtre ont été produites dans de nombreux pays, depuis le Ventriloque, qui a récolté 6 nominations à la Soirée des Masques, dont celle du texte original. Donc, on lui doit plusieurs textes. En 2005, l'opéra comique A Chair in Love, musique de Metcalfe et livret de Larry, est créé au Pays de Galles dans une mise en scène de Keith Turnbull. Et la même année, donc, sa pièce pour jeune public Panda Panda est créée par le Théâtre en l'air.
Sa pièce The Dragonfly of Chicoutimi, créée en 1995 dans la mise en scène de l'auteur avec le regretté Jean-Louis Millet dans le rôle titre, revoit le jour au Festival Transamérique en 2010, justement dans une mise en scène de Claude Poisson. En 2011, Cantate de guerre ouvre la saison du théâtre d'aujourd'hui. Sa pièce L'enfant matière, par ailleurs, est créée en 2012 à Québec dans une mise en scène de Christian Lapointe. De 2014 à 2016, son roman L'Orangerie accumule les récompenses. Il adaptera pour le théâtre, morceau qui sera mis en scène par Poisson justement en 2016 au théâtre Denise Pelletier et au Trident. La même année, il va créer 2 nouvelles pièces, Le Joker au théâtre de Katsu et Le Garçon au visage disparu au théâtre de la Licorne, produit par Le Clou. On peut aussi mentionner que la NNI s'attaquera bientôt au classique et le 8 décembre prochain, ça sera consacré à ton œuvre, si je ne me trompe pas. Donc, suivant ces belles et longues biographies, j'aimerais peut-être vous poser une petite question, peut-être pas piège, mais quand même, j'aimerais vous demander à chacun d'entre vous, comment décriveriez-vous le théâtre de l'autre? Donc, Larry, si tu avais à décrire le théâtre de Claude et Claude, vice-versa, le théâtre de Larry. Vas-y, parle. C'est très bon début, ça, Sylvain. Le théâtre de l'autre. Ben, en fait, c'est pas évident. Parce que c'est complexe aussi. Un artiste ne peut pas le réduire à une catégorie ou un symbole ou une image. Je dirais comme ça, de façon spontanée, pour moi, Claude, c'est la clarté. Tiens, c'est toujours clair. Clair dans le signe, dans le mouvement, dans le rythme. Évidemment, cette clarté doit se faire dans un mouvement d'intelligence. Mais l'intelligence, c'est aussi complexe et il y a toute forme d'intelligence. C'est pas nécessairement une intelligence analytique, cérébrale ou quoi que ce soit. C'est une intelligence d'abord de l'acteur. Toujours impressionnant de voir Claude travailler avec les acteurs. C'est sûr qu'auparavant, Claude est un extraordinaire, comment je pourrais dire, distributeur, c'est-à-dire qu'il fait du casting. Mais je ne sais pas comment on appelle ça, s'il y a un terme pour ça, un casteur. Claude est un casteur. Non, mais c'est vrai parce qu'il a le sens du casting et je dis souvent, ou j'ai répété souvent, que avoir déjà les bons bonbons au départ, c'est 50% d'un futur succès. C'est-à-dire que si on n'a pas les bons éléments, c'est toujours plus difficile. Et Claude a un flair incroyable pour imaginer telle actrice, tel acteur dans tel rôle. Il m'a souvent surpris en me proposant un tel, une telle pour mes personnages. Puis finalement, c'est formidable. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Clarté. Et puis une direction d'acteur, vraiment. C'est un musicien, en fait. Ça prend un instinct musical pour saisir la rythmique des phrases et les incarner à travers le jeu des acteurs dans l'espace. Et puis, je crois que oui, est-ce que je vais arrêter là, mais est-ce que je pourrais aussi continuer, élaborer et tout, là? OK. Merci. Larry, c'est pas exactement le contraire, mais en même temps, la clarté est toujours à trouver. C'est l'auteur du mystère, du gouffre, de l'abîme. Et puis, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir, même si les premières fois, j'étais un peu étonné de lire ça et devant l'œuvre, je ne savais trop comment l'aborder, même à la lecture, je parle même pas à la mise en scène. Et très rapidement, j'ai comme compris, ou je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai toujours, à force de rencontrer Larry, l'humain qui est là, j'ai toujours décelé l'enfant qui était là à travers, et j'ai toujours abordé son œuvre comme lecteur ou comme metteur en scène par le biais de l'enfance. Et je me souviens, quand j'étais à l'université, j'avais des cours de dessin schématique, pré-schématique et tous les stades du dessin en partant du barbeau. Et j'ai toujours abordé, j'ai l'impression, les œuvres en me disant qu'il fallait toujours construire à partir de ce chemin de la vie qui part de la schématisation des choses pour entrer lentement dans quelque chose de mystérieux, de dangereux, d'inquiétant, mais toujours d'enrichissant. Et quand
Et quand on entre dans le monde de Larry Tremblay, on est certain de sortir complètement de nos préjugés, de nos clichés, de nos façons d'aborder le monde et de voir les choses d'un angle qu'on n'avait pas perçu au préalable. Puis c'est ça qui m'intéresse, c'est cet angle, j'oserais dire, ces angles-là qui regardent le monde de façon complètement différente, et pas loin de en fait, pas loin de nous, mais au départ, quelque chose qu'on imagine loin de nous-mêmes et qu'on s'aperçoit en quelque sorte que dans la spirale dans laquelle il nous emmène, on finit par découvrir un monde inconnu, mais qui nous appartient facilement. Non? Oui, peut-être. Je pense que c'est tout à fait juste dans les deux cas. Donc, vous avez, avec ce que je viens de dire, donc vous avez quand même une œuvre abondante. On va quand même se consacrer, pour le bien de la rencontre, à 5 productions donc, que vous signez en commun. Donc, le Ventriloque en 2001, Abraham Lincoln va au théâtre en 2008, The Dragonfly of Chicoutimi en 2010, Grande Écoute en 2015 et L'Orangeraie en 2016. Donc, on parle d'une quinzaine d'années. Et j'aimerais vous demander comment, bon, vous connaissiez probablement, le milieu n'est pas énorme et tout, mais comment êtes-vous entré vraiment en contact autour d'un premier texte, donc Le Ventriloque, qui est vraiment pas évident. C'est une pièce, j'avais pas vu le spectacle, mais j'ai regardé la captation, puis c'est quand même quelque chose qui décoiffe. Donc, comment c'est fait? Est-ce que c'est Larry qui a abordé Claude ou l'inverse? Et comment ce travail-là a pris forme? Je peux dire que la première réelle rencontre entre Larry et moi, c'est quand même date de, je crois, 1995 à Limoges, alors qu'on m'avait demandé, en tant que metteur en scène invité, de mettre en lecture avec des comédiens français, des Québécois, un mélange de toutes sortes de monde, un collage d'œuvres de Larry Tremblay. Et c'est là la première fois qu'on a eu un réel contact. Et c'est le fun parce que j'ai pu piger un peu à travers toutes ces œuvres sans trop comprendre dans quoi j'entrais. Mais c'est probablement la meilleure façon après ça en tout cas, c'était une bonne façon après ça de ne pas craindre de travailler après ça sur... Mais Le Ventriloque, c'est vraiment Larry qui m'a approché. Ça a l'air que c'est moi qui l'ai approché. T'en souviens-tu? Écoute... c'est-à-dire le moment exact où on s'est rencontrés, non pas vraiment, mais je me souviens par contre des répétitions où je suis allé. Ouais. Et ça, oui, je m'en souviens très, très bien. Et puis du plaisir qu'on avait à découvrir comment jouer ce texte. Nathalie Mallette était extraordinaire. Et puis celui qui faisait le Dr Limestone... Frédéric Desager. Oui, lui avait un peu plus de difficulté à trouver le ton. Au départ. C'était au départ, oui. Et puis finalement, il l'a trouvé, là. mais c'était surtout ce qui était extraordinaire, c'était tout le subconscient ou l'inconscient que tu avais installé sous la scénographie avec Nathalie Claude et Daniel Parent qui portaient des sous-vêtements dans le visage. Et le musicien, c'était Jean de Rome, j'allais dire Bernard de Rome, qui a assisté à presque toutes les répétitions pour construire un univers musical. Et ça prend juste Claude Poisson pour imaginer ça, parce que évidemment, c'est pas dans les didascalies, c'est pas dans le texte. Parce qu'en fait, Le Ventriloque est un texte très ouvert. On peut le jouer à 2, à 3, à 4, je l'ai vu à 12 ou à 10. Il prête à une distribution polymorphe et perverse. Et Claude avait 4 comédiens, en fait, c'est ça. Oui, pour faire tous les personnages, effectivement. Mais c'est parce que aussi le travail sur Larry, Le Ventriloque était le parfait, comment je dirais, un objet assez impeccable au départ, mais effectivement, on se demandait beaucoup comment on allait travailler là-dessus. Et quand je disais le côté schématique de l'œuvre, très rapidement, je pense que tous les concepteurs et toute l'équipe ont compris que ce n'était pas un mystère psychologique qu'il fallait
traverser, mais bien quelque chose de purement technique qu'il fallait d'abord mettre en espace. Même si on a fait des exercices incroyables de comment c'était quoi, là, à un moment donné, on cherchait, je me souviens, on était quasiment la transe. Oui, mais les personnages cherchaient la transe. Mais on avait beau faire ces exercices-là, à un moment donné, on se rendait compte que c'est quand on plaçait les choses très plastiquement, à l'instinct, à l'intuition, comme on dessine des choses dans l'espace, et que les comédiens acceptait de ne pas se poser la question à savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi je le fais. À partir du moment où réplique, silence, mouvement, bras qui se lèvent, dans cet espace que Jean Bart avait créé avec son rideau de carton, sa scène un peu en pente qui inquiétait les comédiens qui avaient peur de tomber en bas, toutes ces choses inconfortables qui étaient les demandes qu'on avait aux comédiens, ils finissaient par les apprivoiser, les faire, comment je dirais, faire en sorte que le travail se poursuivait jour et nuit, et peu à peu, les questions il y a énormément de questions qui s'éliminaient et les plus fortes rejaillissaient, et on pouvait à un moment donné trouver une profondeur à cette chose qui pouvait apparaître très technique. En fait, la couleur apparaissait à un moment donné, mais il ne fallait pas la forcer. Et je me souviens d'avoir dit à Larry, viens, on va te montrer une scène, je vais t'en montrer 2 versions, peut-être même 3, et puis tu me diras c'est laquelle qui est bonne. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait... Je le sais plus. Il faut que je vois. Et ce qui est formidable d'avoir un auteur vivant avec nous, c'est que ça n'a pas été long. Hein? On lui a montré les 2 versions, puis tu as dit la 2e. Bon, j'ai fait, OK, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. OK, on va là. On savait qu'on était... que j'avais besoin de son mot, sa précision de... Oui, je me souviens de ça. Oui, parce que c'était la première mise en scène d'un de mes textes. Donc, mais à part la suite, c'était beaucoup plus facile, puisque tous les essais que tu avais faits avec le ventriloque, tu n'avais plus tellement besoin de les faire maintenant, pour les prochaines Après ça, oui, je pouvais... Oui, j'avais moins à te montrer les choses avant. Oui. Oui. C'est très intéressant que tu mentionnes ça parce que, bon, encore une fois, je regardais la captation du ventriloque et je trouvais qu'il y avait tellement une préparation, quelque chose qui menait vers le Dragonfly. Et je relisais aussi l'entrevue que vous avez, la table ronde à laquelle vous avez participé en 2007, animée par Paul Lefebvre. On revient toujours à Paul Lefebvre, hein, c'est fascinant. Où justement il revenait sur le fait que dans la pièce, ça dit ces personnages-là ne sont que des voix. Et toi, bon, tu dis que plusieurs personnes ont mis en scène la pièce de plusieurs façons avec plusieurs personnages. Toi, tu as décidé justement de donner les personnages à Daniel Parent et Nathalie Claude. Et en fait, je trouvais qu'il y avait quand même une démarche qui était très similaire avec ce que tu as fait avec le Dragonfly. Donc, d'une part, et ça c'est fascinant, d'oser remonter ce monument-là seulement 10 ans, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire du théâtre au Québec. Souvent, les pièces, on les monte, puis on les laisse de côté un certain temps. Donc, d'une part, tu oses la remonter après seulement 10 ans, et d'autre part, donc, après la mise en scène qu'on connaît avec Jean-Louis Millette, tu oses justement la récupérer et la remonter avec 5 personnages. Donc, je trouvais qu'il y avait un travail quand même similaire avec ça. Et d'autant plus que les thèmes, on s'entend, le ventriloque, la création, la reconstitution de soi, les problèmes avec la mère, les choses comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui est une résonance, il me semble. Mais, Larry, tu vas pouvoir parler de tes thèmes, mais c'est vrai que les choses se croisent, s'entrecroisent, puis à un moment donné, à force de travailler, et sur Abraham Lincoln aussi, il y a quelque chose dans la construction que je finissais par saisir et qui m'aidait. Puis si Dragonfly, tu dis, on a osé, c'est vraiment, il faut que je le partage avec Patrice Dubois parce que c'est un pur hasard qu'à force de prendre des livres d'un peu partout puis de lire, puis j'ai relu Dragonfly et Patrice l'a relu dans la même semaine sans qu'on se consulte. Puis, as-tu lu ça? As-tu lu ça? Faut faire ça. Mais là,
on avait l'espèce de mythique et formidable Jean-Louis Millette dans la tête, mais en même temps, on est rendu en 2010, ça fait 11 ans qu'il est décédé, la pièce a été créée en 2015, on ne va pas s'empêcher de faire... Mais en même temps, c'est là qu'on a éliminé le solo. Puis on entrait dans une ère très différente aussi de la diversité culturelle, de la diversité à tout point de vue. Fait que de démultiplier, c'est une chose que j'aime, le travail choral, et là, de pouvoir le faire sur Larry, mon auteur préféré. Fait que c'était d'autant plus excitant. Ouais. Il faut dire aussi que le contexte avait changé, hein, parce que le premier Dragonfly, c'était post-référendaire. En fait, c'était en 95, et donc en plein dedans. Le texte, en fait, le spectacle avait été reçu dans le contexte politique de l'époque, alors que quand Claude l'a repris, le fait qu'il soit multiplié par 5, et surtout qu'on entende 5 accents différents. Ça, c'était quand même incroyable parce que faut dire que les acteurs ne se sont pas imités entre eux. Hein. C'est vraiment Patrice, qui vient du Lac-Saint-Jean, il parlait son anglais avec vraiment... On entendait le janois, là. Oui, j'adorais ça. Il faisait le cowboy. Et puis... voyons, Daniel Parent qui vient de Sorel. Oui, et Étienne Pilon, qui ne savait pas du tout l'anglais, a dû l'apprendre. Comprenait même pas les phrases. Et c'est lui qui avait le plus bel anglais. C'est ça qui est très étrange. Il y avait un anglais sophistiqué, parce que comme il ne le savait pas, il prononçait tout beau, tout bien. Et puis il y avait Mani, qui lui avait un anglais... plus anglophone, je pense, non? Lui, parce qu'il parle c'est iranien, vécu à Paris, vécu à Toronto, vécu à Montréal. Mais il y a vraiment le nom des langues, lui. Ouais. Alors, ce qui fait que cette diversité de la langue, avec un seul texte, et qui est déjà un mensonge, c'est un mensonge linguistique, ce texte-là. Je dis toujours que Gaston Talbot porte un masque linguistique. Faisant en sorte que le texte, le spectacle signifiait autre chose. Et c'était plus aussi un rapport sur le monde, et moins, à l'époque, en 95, c'était vraiment Québec, Canada, français, anglais. Et maintenant, c'était plus une réflexion sur le vivre ensemble, la diversité, et qu'est-ce qu'on va faire, et quelles sont nos façons d'accueillir les autres, ou l'autre en soi aussi, puisque le Dragonfly, c'est vraiment une réflexion incarnée sur l'autre en soi. Et là, c'est extrémiste, là, puisqu'il a perdu sa langue maternelle, et il ne peut plus raconter sa vie qu'avec les mots de l'autre. Il faut dire que il y a eu au Québec, et ça existe toujours, la peur de perdre sa langue maternelle, la peur du français, de perdre le français. Et on parle beaucoup encore aujourd'hui que le français est en régression, surtout à Montréal. Donc je pense que la pièce a encore beaucoup de choses à dire sur les problèmes sociolinguistiques qu'on vit ici au Québec. Et sur Gaston Talbot, qui est un être si multiple et si complexe, qui faisait que moi, j'ai eu un plaisir fou à pouvoir le diviser en 5 parties complètement différentes, 5 quais, au début qui étaient... Je veux dire, j'avais l'impression qu'ils étaient tous un 5e de Gaston Talbot, mais il fallait qu'ils deviennent tous Gaston Talbot au complet, que j'aille 5 Gaston Talbot, et que ces 5 Gaston Talbot, dans leur boîte, parce qu'ils étaient chacun enfermés dans une boîte, apprennent à communiquer ensemble, d'où le travail nécessairement choral que j'ai eu à faire. Mais ça a été extraordinaire parce qu'on répétait sans les boîtes, et le jour où j'ai amené la fameuse cage dans laquelle ils étaient, puis que maintenant, ils allaient juste s'entendre par un petit haut-parleur au-dessus d'eux-mêmes, ça, c'est devenu... Tout le travail de précision est devenu obsessif, concentré, maximal, et les personnages, tout le travail chorégraphique devenait... Ils savaient que, sans voir l'autre, il fallait qu'ils imaginent les 4 autres faire le même... compléter leur propre corps. Alors ça a été extraordinaire pour... J'ai jamais eu autant de complicité entre des acteurs que le moment où ils arrêtent de se voir, où ils arrêtent de se toucher, où ils peuvent plus vraiment communiquer entre eux. C'était formidable, ce moment.
Ça fait aussi très Gaston Talbot, justement, d'une part, imaginer l'autre, mais aussi ce problème avec le toucher, on ne peut plus se toucher, il y a quelque chose d'absolument pertinent avec, justement, le propos de la pièce. J'aimerais vous entendre tous les deux un peu, quels sont vos... Bon, j'entendais encore une fois cette question de la voix, même en regardant, écoutant la captation du ventriloque, j'entendais exactement les mêmes sons, c'était fascinant. Donc, 15 ans plus tard, du ventriloque, des fois dans le produit du cri, des choses comme ça, surtout quand les 5 personnages de Dragonfly parlent ensemble, il y avait exactement ce chant choral un peu dissonant qui ressemblait beaucoup au ventriloque. Donc, je trouvais qu'il y avait quand même une constance. Mais dans toute cette démarche-là, je voudrais vous entendre tous les deux. Quelles sont justement vos sources d'inspiration, les choses qui reviennent, qui justement vous alimentent et qui constituent genre de levier pour vos œuvres respectives ou même simultanées? C'est dur, hein? Ça, c'est très difficile parce que ça change tout le temps les sources d'inspiration. En fait, moi, plus je prends de l'âge et plus je m'aperçois que c'est tout ce que j'ai vécu enfant et adolescent qui sont mes vraies sources. Et donc, mes lectures que j'ai engrangées adolescent, c'est là où j'ai musclé mon imaginaire, articulé mon imaginaire. Et puis à l'époque, je lisais beaucoup de philosophes, de sociologues, un peu d'anthropologie et beaucoup de psychanalystes. Ça se ressent beaucoup dans le ventriloque. Parce que pour moi, le ventriloque, c'est une psychanalyse ludique, ou une parodie de la psychanalyse. Et puis, en vieillissant, on est moins perméable aux influences extérieures, parce qu'on a développé son imaginaire, son style. Et c'est donc vraiment l'enfance pour les premières sensations, les premières métaphores, les premières images. Et puis après, les lectures un peu plus sérieuses. Aussi des écrivains qui nous ont marqués comme Gide, Proust, Sartre, un peu plus tard Foucault. Mais ça, c'est toujours dans la pensée. Freud pour aussi le rêve, l'interprétation du rêve, aussi tout ce que Freud a écrit, Totem et Tabou, etc. Ça m'a vraiment... moi, je pense que j'ai fait une synthèse de tout ça. Et ça a été mon plancher sur lequel j'ai pu construire mes pièces, parce qu'en fait, il y a toujours une réflexion, c'est pas prétentieux de ma part, mais il y a une réflexion philosophique dans mes pièces. C'est pas obligatoire de la voir, ni de s'en rendre compte, mais moi, je sais qu'il y en a une, parce que toutes mes pièces sont une réflexion sur la construction de l'être, et sur le fait aussi qu'on n'est jamais seul en soi-même, qu'on est une construction et qu'on ne peut pas vivre seul. Et ça, j'ai beaucoup d'influence par Sartre, en fait, la construction de l'ego, qui est un objet. En fait, c'est comme ça qu'il le définissait, un objet. Et ce qui fait que mes personnages sont des illustrations de cette philosophie. Et ils sont surprenants parce qu'ils peuvent abriter d'autres altérités. On a vu Gaston Talbot a invité chez lui une altérité anglophone, mais dans le ventriloque, on voit bien que Dr. Lamstone n'est pas que le Dr. Lamstone, qu'il cache une autre personnalité. Et ça vient de cette réflexion qu'on ait au départ un potentiel de personnalité et que par choix et par aussi contexte, contraintes et toutes sortes de choses, on décide d'être une personne. Mais il y a toujours cette possibilité de refuser ce qu'on est et pour être autre chose. Et c'est tout le problème de la société uniforme aussi, parce les sociétés qui sont en perte de vitesse, qui sont en danger, vont automatiquement vouloir se replier sur des signes forts, des identités fortes. Et quand on a moins cette peur, on devient plus poreux et perméable à d'autres idées, d'autres cultures. Et c'est toujours pour ça qu'il y a des guerres. Et je lis actuellement le dernier livre de Régis Debray qui s'appelle Civilisation, c'est ça? Et il fait une très belle différence entre la culture et la civilisation. Alors, le Québec n'est pas une civilisation. Il y a une culture québécoise, mais il n'y a pas de civilisation québécoise. Par contre, il y a une civilisation américaine. Et la France, lui, sa thèse dans ce livre, il dit que la France, maintenant, il n'y a plus de civilisation française, il n'y a qu'une culture française, et que même la France est américaine. Et ça, je l'ai déjà dit moi-même dans Abraham Lincoln va au théâtre. Parce que la réflexion philosophique qu'il y avait cachée dans Abraham Lincoln, c'était justement que nous sommes tous américains.
Et donc, c'est pourquoi j'ai utilisé cette métaphore de voir un acteur, metteur en scène, qui se déguise en statue de cire d'Abraham Lincoln. En tout cas, je ne vais pas expliquer la pièce, c'est un peu complexe. mais ce que je lis actuellement dans le livre de Régis Debray, ben, je l'avais déjà installé dans Abraham Lincoln. Donc, c'est très intéressant, cette réflexion entre la culture et la civilisation. C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui t'inspire? Ah, c'est drôle. Moi, j'ai vraiment été plongé dans le théâtre, mais j'ai comme l'impression des fois que j'ai été élevé dans un collège où la littérature était avant tout française. Ce qui fait que se nourrir de Rabelais, de Molière, de Voltaire, de poètes comme Clément Marot, tout ça, puis faisait en sorte que j'avais sûrement comment je dirais, j'avais un éloignement en quelque part de ma propre littérature. Je me suis rendu compte de ça à un moment donné parce que Marivaux, Victor Hugo, tout ça me nourrissait, Camus, après ça, Sartre, tout ça me nourrissait beaucoup. Mais dès que j'ai terminé ces études-là, c'est comme si j'ai plongé dans un travail de création, probablement en réaction. Et c'est ce qui a fait que pendant des années, je n'ai travaillé qu'avec des auteurs vivants avec lesquels je pouvais entrer en communication, en dialogue. C'est ce qui m'a fait réaliser qu'après 3 ans de théâtre petit à petit, le Pape, c'était le monde disait, définis un peu ce que tu fais. Je faisais, je sais pas ce que je fais, mais je fais de la création avec des auteurs vivants, mais dis ça, exprime ça, continue ça. Et ça a été ça un peu, là, parce qu'à partir du moment où j'entre dans cet univers-là et que je suis chaque mouvement social à l'intérieur de mon Québec à partir des années, je dirais, 75, c'est là, à un moment donné, que moi, j'ai continuellement suivi l'actualité, les mouvements sociaux dans le monde, mais toujours lié ici à ce que je découvrais et que j'avais ignoré pendant longtemps. Alors, moi, le choc, c'est Gauvreau. C'est sûr que c'est ça, le choc, à partir du moment où j'ai 16 ans et je vois Les oranges sont vertes, bien, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je lisais tout Gauvreau, et s'il y avait un exposé à faire dans n'importe quel cours, c'était sur Gauvreau. Et à un moment donné, bien, ça a été comme... Ça m'a donné la permission de faire le métier de metteur en scène. Parce qu'avant ça, j'étais pris dans un... Ben, la France a beaucoup plus de comment je dirais, de dogmes, de manières, d'obligations, et c'est comme si la littérature québécoise et les auteurs vivants m'ont permis de passer par-dessus cette espèce de formation que j'avais, qui était la langue, c'est ça, écrire, c'est ça, penser, c'est ça, et j'ignorais complètement où j'étais. Fait que moi, c'est un peu le parcours. Fait que de là, apparaît ça, ben effectivement, je me suis mis à lire ce qui me servait par rapport aux œuvres que j'avais à monter. Ça m'a permis aussi de retourner un peu plus tard dans mes classiques européens, parce que je me suis aperçu que probablement j'avais besoin de retrouver cette espèce de formation que j'avais et cette espèce de tendance vers le romantisme, car je suis romantique. C'est très intéressant parce que, en vous écoutant, donc, d'une part, tu évoques justement cette multiplicité des identités, ces figures multiples, et tu dis, toi, donc, c'est évident, ce désir de se rapprocher de la figure du créateur. Et quand j'essayais de faire un peu genre de constellation des 5 pièces, justement, que j'évoquais tout à l'heure, des 5 productions, le Ventriloque, Abraham Lincoln, le Dragonfly, Grande Écoute, et un peu moins, puis quand même un peu l'Orangerie, il y a quand même ce filon, justement, cette question, d'une part, d'identité qui est double, qui est triple, qui est multiple, qui est infinie, qui est fracassée, souvent. Et il y a aussi, carrément,
carrément toujours cette figure du créateur qui revient, ou de l'artiste qui revient d'une production à l'autre. Donc, je trouvais qu'il y avait quand même un bon fil conducteur, justement, dans toutes ces collaborations-là. Et tu as évoqué, donc, tu dis, Abraham Lincoln est un peu complexe, c'est un peu plus que complexe, c'est quand même assez déroutant. Et je voudrais vous entendre parler, justement, sur ce travail autour de cette pièce-là. Donc, pour remettre les gens en perspective, donc, c'est le metteur en scène Mark Gilman, donc le nom, qui veut rejouer l'assassinat, donc, de Lincoln par l'acteur John Wilkes Booth, donc au Ford Theatre de Washington en 1865. Donc, il veut rejouer l'assassinat du président, comme si c'est pas tordu assez. Donc, il va faire appel à 2 acteurs qui vont devoir reprendre les figures de Laurel et Hardy. Donc, c'est une pièce avec des niveaux multiples. Donc, l'écrire est déjà une chose assez complexe et j'imagine que mettre ça en scène, c'est quand même assez un casse-tête assez incroyable. Je me souviens... C'est formidable. En autant que tu as des bons acteurs, c'est formidable. Et je me souviens qu'après la pièce, j'étais assis à côté d'une dame et on n'était pas capable de tirer quoi que ce soit. C'était magnifique et en même temps, on n'était pas capable de tirer quoi que ce soit de discours cohérent, tellement on était complètement décontenancé devant l'éclatement de ce spectacle-là. Donc, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de cette démarche-là. Ben, je pense que Larry, tu vas pouvoir exprimer, mais c'est sûr que c'est comme... Là, on est vraiment... On tire des rideaux, là. Je veux dire, on est dans tes poupées, là. Ils sont l'une dans l'autre sans arrêt. Et on en découvrait, là. Même après avoir lu la pièce, on se dit, regardons, on va jusque-là. Et comment faire pour ce que le public arrive à suivre? Est-ce que c'est intéressant de les perdre? À quel moment on peut les perdre? Et comment les acteurs peuvent arriver à jouer cette multiplicité de personnages tout en restant dans le même costume, avec la base qu'ils se sont donnés au départ, qui sont Abraham Lincoln, Laurel et Hardy, et qui racontent l'Amérique. Fait que c'était ça le défi, mais avec Patrice Dubois, Maxime Godette et Benoît Gouin, le plaisir qu'on a eu à trouver la manière d'offrir cette chose, puis avec toute l'équipe aussi, c'était compliqué. C'était compliqué de trouver la comment je dirais, d'accepter que plus on avançait, plus il fallait revenir en arrière. C'était continuellement essai-erreur. Et à partir du moment où on trouve quelque chose, il faut vérifier si tout ce qu'on a fait avant fonctionne en liaison avec ce qu'on vient de trouver. Larry. Ça vient d'où, en fait, cette pièce? Ben, en fait, moi, j'adore ce texte. Ben, c'est moi qui l'ai écrit, là, mais j'ai quand même le droit de le dire. C'est parce que j'ai comme... je suis allé au bout de ma folie, là. Faut le faire. C'est vrai que c'est un texte... Je dis jamais compliqué, moi, je dis complexe. Je fais une différence entre le compliqué et le complexe, là. C'est complexe, mais c'est... si on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, si on clarifie les enjeux, comme Claude sait très bien faire, le spectacle se rend au public. La preuve, c'est que Abraham a eu beaucoup de succès. Il a fait une longue tournée aussi. Longue tournée. Et donc, juste à Rivière-du-Loup qui n'ont pas eu l'air d'aimer ça, à part de ça. Non, mais je pense que ça a super bien marché. Et j'ai vu aussi une production anglophone qui a super bien marché aussi, et une autre aussi en Suisse. C'est un tour de force, je pense, de mettre ça en scène. C'est quelque chose. Mais il y a tout ce que j'aime au théâtre, c'est là-dedans. C'est-à-dire que c'est... pour moi-même, que je ne sois pas trop perdu dans mon propre texte, je me disais, qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est vrai, j'écris une tragédie avec les moyens de la comédie. C'est parce que c'est ça qui me guidait. Il fallait que ça reste ludique, léger, un peu commedia dell'arte. Il fallait toujours... ne pas s'enfoncer dans la tragédie, mais c'est quand même une tragédie, c'est une tragédie américaine. Pourquoi? Parce qu'on assassine un président, et c'est un jeune acteur de 26 ans qui assassine le président. On se demande pourquoi. C'est dans l'époque de la guerre de sécession. Il y a tout là-dedans pour comprendre les problèmes actuels de l'Amérique, des États-Unis, des nôtres aussi. Le racisme. Et aussi le sadisme, le masochisme, parce que les figures comiques de Laurel et Hardy sont pour moi, c'est un jeu de piston entre le sadique et le masochiste aussi. Et ça faisait partie de ma réflexion sur l'Amérique qui construit sur le malheur des autres en grande partie.
Donc, il y avait vraiment de quoi s'y perdre, oui, c'est vrai, mais aussi de s'y retrouver avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un... Mais pour moi, c'est un texte pour acteurs. Faut vraiment... faut avoir de bons acteurs, mais il y a un grand plaisir, je suis sûr, à le jouer. Et je m'en suis aperçu quand j'ai vu les acteurs que tu avais choisis, là. Et surtout que Claude a eu cette idée incroyable d'ajouter, pour les 5 dernières minutes, 3 autres acteurs qui arrivent après 1h40 de spectacle assez complexe. Une autre boîte arrive qui n'est pas dans mon texte, et ça, c'est lui qui l'a complexifié. Donc, il a osé aller plus loin que le texte. Ça, je te l'ai présenté avant, pour voir si tu étais d'accord. Ouais. Ouais. Et puis, ça finit dans une fulgurance. Tu as vu le spectacle c'est pour ça qu'on fait hein? Parce que ça indique que finalement, on peut encore imaginer une autre couche. C'est pas fermé comme sens. En fait, comme toutes les boîtes se suivaient les unes les autres et qu'on arrivait comme spectateur à suivre, j'ai imaginé qu'à la fin, à un moment donné, le monde avait compris le procédé. Et le procédé était... je me suis permis, moi, j'ai dit, si je saute par-dessus 22 boîtes, puis que j'en présente une qui est comme... Dans une catégorie un peu quelques années plus tard, ça me permettait de ne plus avoir de paroles, d'avoir juste de la musique, d'avoir l'opéra, la danse, Oncle Sam, Laurel et Hardy qui sont devenus des monstres. Alors, il y avait une espèce de finale. Sur Madame Butterfly. Sur Madame Butterfly. T'as butterflyé. Mais c'est ça, c'est parce que aussi t'as pris Abraham Lincoln, t'as pris Laurel et Hardy, qui, à eux-mêmes, ont tellement d'histoires, ont tellement de couches, ont tellement de résonance avec le mot théâtre, et il a été assassiné dans un théâtre, et Laurel et Hardy, leur vie privée, c'est absolument fascinant. Alors, à partir de ce moment-là, que t'as trouvé les 3 êtres les plus en tout cas, qui représentaient pour moi toutes les couches possibles de la douleur. Et c'est pour ça que ça devenait effectivement que ces figures qui en soi étaient comiques pouvaient passer à la zone tragique. Vraiment, c'était-tu 1h40? T'as dit 1h40, c'est 1h20. Peut-être 1h20, ouais. 1h20, ouais. Ouais. C'est L'Orangerie qui est 1h40. Ouais, c'est ça. Je pense que je me suis mal pris. Mais oui, on suivait tout à fait le spectacle. C'est fascinant d'être à la fois, tout à fait, on voit ce qui se passe, on suit, puis en même temps, on est complètement décontenancé parce qu'on essaie justement de peut-être s'imaginer en train de résumer le spectacle. Et là, tu te dis, comment je résume ça? Comment j'explique ça? Ça c'est... Oui, puis à la fin, je disais à Benoît Gouin, je dis là, on s'en fout, là, que le monde ne comprenne plus, c'est pas grave. Là. Et les 10 dernières minutes, là, allez, vas-y, là, je veux dire, tu peux en rajouter, là, vas-y, permets-toi. Tout ce que les comédiens trouvaient que je les retenais beaucoup, mais je faisais, gardez-en. Et à la fin, à un moment donné, ce délire-là faisait en sorte que quand même, qu'il y a 30 poupées russes qui surgissent, on a le droit. Rendu là. Et c'est bien aussi qu'on soit encore une fois dans les boîtes, les mêmes boîtes justement qui endaient la poupée, la fille dans le ventriloque. Donc encore une fois ce jeu de boîte qui est emboîté. Mais ça c'est un procédé Larry Tremblay. Ça. Ouais. Je l'admets. Donc, tu dis, genre, on est allé très loin jusqu'à justement les dérèglements, on pousse ça à l'extrême. Est-ce qu'on était rendu là, tu penses, avec la grande écoute? Est-ce que, où justement les rapports sont complètement problématiques? Il y a quelque chose d'autre? On est beaucoup moins, cela dit, dans le théâtre, on est encore dans la représentation, mais on passe à la télévision. Est-ce qu'on était rendu là ou on était ailleurs avec la grande écoute? Ce qui est intéressant à vous dire, c'est que Grande Écoute est la seule qui n'a pas tourné. C'est celle que... C'est peut-être celle qui a le moins marché, effectivement. Pourtant, on était très, très heureux, mais c'était pas la plus facile à faire et elle touchait un sujet... Qui touchait tout le monde. Qui touchait tout le monde, mais qu'on se doutait bien que les gens des diffuseurs de l'extérieur faisaient... Je suis pas sûr que... C'est plus épineux, là. C'est plus épineux à amener un peu partout. Oui. Mais est-ce qu'on grande écoute, est-ce que c'est justement un point où on est arrivé? Donc, quand justement Abraham Lincoln, ça dérègle, on pousse les choses à l'extrême dans les rapports humains, dans la représentation. Est-ce que grande écoute est justement un point de non-retour ou c'est autre chose?
Bah, écoute, j'appelle ça la trilogie médiatique parce que j'avais écrit Ogre et Téléroman. Et c'est donc, ça clôt ma réflexion sur les médias. Ogre, c'était un peu la télé, c'était un personnage qui était odieux et en fait, plus il se sentait filmé, plus il devenait odieux. Donc, il y avait un rapport direct entre le fait d'être médiatisé et d'être négatif ou odieux. Donc, c'était une roue monstrueuse. Mais là encore, Ogre doit être joué de façon loufoque, drôle, parce que justement, c'est un peu comme dans Abraham Lincoln. Et Téléroman, c'était une critique des téléromans. Et ça le dit avec Téléroman. Et je voulais aller plus loin, ou du moins continuer ma réflexion. Et là, j'ai utilisé les talk shows. Parce que c'est une réflexion sur la bêtise. Il y a énormément de bêtises qui est diffusée à travers les talk shows. Et ça me fascine, cette bêtise-là. C'est un symptôme de notre société. Mais je suis allé là-dedans et puis j'ai donc imaginé un talk show où les invités ont tous quelque chose à dire, mais finalement, c'était d'écrire des entrevues où ça tourne en rond, où c'est du narcissisme, où je montre le vide, finalement. Et c'est vraiment une pièce, une critique, une parodie. Et là-dedans, il y a un élément dramatique, par contre. C'est pas tragique, c'est un élément dramatique. Et c'est sans doute là où il y avait... Mais c'est ça que j'aime bien, c'est d'installer le malaise dans ce spectacle médiatique là, où tout le monde doit être riche, heureux, beau, avec beaucoup de succès. Je voulais montrer le déclin de l'animateur vedette. Et bon, on sait ce qui se passe avec certains animateurs actuels. Donc, j'étais un petit peu en avance. Ben voilà. Et puis, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle, comme tu l'as monté. Et puis, je pense que Denis Bernard m'a vraiment soufflé. Il avait vraiment réussi à jouer ce personnage d'animateur de talk show, là. C'est vrai qu'à la fin, ça devenait tellement... trouble. Une notion de malaise aussi qui gênait une partie du public parce qu'à partir du moment l'animateur vedette a un fils handicapé et évidemment avec qui il a une relation très difficile et pour la fin du talk show alors que la déchéance et cet animateur alcoolo s'en va vers la déchéance pour essayer de se rattraper, on lui suggère d'inviter son fils handicapé au talk show pour essayer de se réconcilier en direct avec son fils. C'est l'exploitation des liens familiaux. En fait, c'est ce que les gens font. Je n'ai fait que montrer ce qu'on fait à la télé. Mais le théâtre, c'est beaucoup plus épidermique que la télévision. Je pense qu'il faut aller là. Moi, comme auteur, je suis prêt à aller là. Je suis allé beaucoup plus loin avec Cantate de guerre aussi, dans l'horreur de la guerre, des conflits ethniques. L'Orangerie aussi... j'essaie d'aller toujours le plus loin possible dans la réflexion et des tabous. Et puis, le public le prend pas, mais c'est le rôle du théâtre de soulever tout ça et de pointer du doigt. Et de pas toujours... on peut toujours rire, mais aussi on doit réfléchir derrière le rire. Bien d'accord. C'était une grande écoute. C'était vraiment... Mais c'était pas facile à faire. On sentait le... Comment je dirais? Il y avait quelque chose de plus grinçant qu'on ne pouvait pas toujours identifier. Je sens qu'on touchait à quelque chose qui... C'est comme si... Tu utilisais le mot bêtise tout à l'heure. C'est comme s'il y avait on jugeait quelque chose que tout le monde n'avait pas nécessairement envie de juger. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce rapport un peu jugeait, je pense pas, là, problématique à ce que ce soit plus un public de théâtre qui, normalement, des fois, on aime dire, qui est un peu plus, justement, cultivé, qui regarde, justement, qui pose un certain regard sur un autre public? Est-ce qu'il y avait juste que ça aussi? Je sais pas. C'est effectivement les animateurs de talk show ont entendu parler de ce spectacle-là après 2 semaines que ça jouait, il restait 2 semaines. Et puis là, on avait tout à coup quelques téléphones de gens qui disaient « C'est quoi exactement? » Et on avait un certain intérêt du monde de la télévision qui, pourtant, habituellement, est réticent à venir à l'Espace Go voir. Tu sais, il ne faut pas généraliser, mais disons que c'était pas nécessairement là. Et là, tout à coup, surgissait du monde qui venait voir si on les nommait. Ouais, j'ai fait une entrevue avec Penelope McQuaid, José Lito Michaud, parce qu'ils se sentaient
peut-être attaqué ou Éric visé. Salvaille est venu pour le show. Oui, mais c'est caché. Mais c'est parce que c'était touché. Hein, c'est sûr que c'est un métier, animer des talk shows, et ma pièce était assez vitriolique. Et donc, je comprends qu'on n'osait pas trop... En tout cas, mais j'ai été invité à plusieurs émissions, puis aussi les acteurs. Et donc, ils ne nous ont pas boudés, mais c'était touché. Non, puis moi, il y a un diffuseur qui m'a dit, écoute, c'est intéressant, mais c'est très urbain parce que ce rapport-là, il y avait quelque chose de... En tout cas, lui, il avait trouvé ça très urbain et difficile à sortir en région. Et sans vouloir dénigrer les régions, mais il se disait, il y a énormément de gens pour qui ces talk shows de fin de soirée sont leur vie. Et c'était comme... Il dit, j'ai pas l'impression que vous allez au Pape avoir beaucoup de diffuseurs intéressés. Mais ça a été clair. Ouais. Et Larry me demandait toujours, puis on le tourne dessus, puis je me doutais que ça marcherait pas. Et ça nous amène aussi à l'Orangerie. Donc, pour cette fois-là, Larry, tu as décidé, je crois que c'était à ta demande, tu croyais au départ, tu voulais que ce soit Claude qui adapte l'Orangerie? Non. Oui, au début, oui. Ah, bon Dieu, je m'en souviens. Tu t'en souviens pas? Ah. Alors. Donc, tu voulais que Claude, et tu sais que ça faisait quelques années que tu travaillais sur le roman. C'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si on m'a... Non, mais en fait, moi, c'est juste que ça me tentait de faire quelque chose avec l'Orangerie. Mm-hmm. Et Larry m'a dit, ben pourquoi tu ne l'adaptes pas? Et j'ai fait, je peux pas prendre la langue de Larry. J'ai dit, la seule personne... J'ai réfléchi, là, je me souviens, 2-3 jours, quelques jours, je t'ai rappelé, puis j'ai dit, non, il y a juste toi qui peux l'adapter. Là. Moi, je peux la monter, je peux pas l'adapter. Et là, c'est resté là. Puis, pas très longtemps après, c'est arrivé sur ma table, une adaptation qu'il avait fait lui-même, et qui est... Ben, il y a eu du retravail, quelques coupures, quelques changements, mais quand même, vraiment, on est parti de... Et là, je trouvais que c'était vraiment... C'est l'auteur qui réécrit son propre roman dans une version théâtrale. C'est une adaptation, mais c'est pas l'adaptation de quelqu'un d'autre. Ce qui pourrait être fait aussi, là, mais... je sais pas, il va y avoir un opéra, je sais pas si c'est complètement différent, mais je pense que moi, j'étais très, très satisfait parce que c'était je cherchais quelque chose qui allait parler à tout public. L'écriture de Larry, c'est pas qu'elle est plus pointue qu'une autre, mais souvent, elle était jouée dans des théâtres à plus petite jauge. Et là, je venais d'être nommé à Denise Pelletier et je voulais l'Orangerie pour des salles de 800 étudiants du secondaire, 800 cégepiens, grand public. Je voulais une Orangerie, le roman diffusé sur scène, donné sur scène, offert sur scène. Alors, le défi était différent pour moi de monter l'Orangerie que de monter les autres œuvres de Larry, parce que déjà, je connaissais le roman et je connaissais aussi l'engouement pour ce roman. Alors, donc, c'est pas la même façon d'aborder une œuvre qui a déjà un parcours. Ouais. Parce que d'habitude, tu prends les œuvres complètement vierges ou presque, c'est ça, et ouais. tu les travailles. Ouais. Et le travail, comment c'est fait pour l'adaptation, justement, du roman? Oui, c'est vrai que je me souviens que tu m'avais dit, c'est vrai que tu es la meilleure personne pour le faire. Donc c'est vrai que je t'avais proposé de le faire. Ouais, oui. J'étais un peu paresseux, je pense. Donc, peut-être j'étais curieux de voir... Qu'est-ce que je ferais? Oui, ouais, dans ce sens-là. Je sais pas. Ouais, ben c'est ça. Adapter son propre roman, ben je l'avais jamais fait, évidemment. Et ben on commence. C'est OK, on enlève. En fait, c'est un gros travail. On élimine des choses. On élimine. Et on se dit aussi qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant. Et puis, je voulais que ça soit presque tout en dialogue, ce qui n'est pas évident quand on a un roman, parce que il y a beaucoup de descriptions dans un roman, hein, et puis je pense que j'ai presque réussi à avoir que des dialogues. Il n'y a que 2-3 adresses au public. Surtout, c'est Tamara qui fait ses adresses, et Michael aussi. Mais il y en a très peu. Le reste du temps, en fait, je pense que 85% du texte, c'est dialogué.
C'était ça mon objectif, ou du moins mon défi en tant qu'adaptateur, c'était d'en faire des dialogues. Il y en avait déjà dans le roman, donc j'ai pu en bénéficier un petit peu. Et puis, j'ai aussi accordé une place un peu plus dramatique au personnage du grand-papa, parce que c'est un fantôme, puis bon, on sait bien que le fantôme au théâtre, c'est intéressant. Alors, je l'ai fait apparaître 4 fois, je pense. Il est devenu un élément important là, dans la dramaticité du spectacle. Mais je n'ai pas connu de problème particulier. Là, j'ai fait maintenant une version opératique, là, un livret, en fait. C'est plus difficile parce qu'il faut tout mettre en vers et il faut que ce soit extrêmement court. Parce que c'est chanté, et quand c'est chanté, ça prend du temps, donc il faut pas que ça dure trop longtemps. Mais c'est plus difficile de faire le livret que la pièce. Tu avais quand même, pour la version théâtre, la volonté de trouver la manière d'entrer dans le théâtre, tes poupées gigognes, alors donc, cette arrivée du cœur à la fin de Guerrier, que tu avais déjà, que tu as ramené de Cantate de guerre. Tu t'es auto-cité. Oui, ça, c'est vrai, c'est la première fois que je fais ça. C'est parce que dans l'Orangerie, Michael, il monte une pièce qu'il a écrite pour ses étudiants. Mais c'est sûr qu'au moment où j'écrivais cela, je pensais à Cantate de guerre, sauf que je n'ai pas nommé Cantate de guerre dans le roman, et on ne voit pas non plus de scène comme telle. Mais quand il a fallu le faire au théâtre, là, c'est différent, parce qu'au théâtre, il faut le montrer. Il ne faut pas juste le décrire à travers une narration, mais il faut le montrer. Alors là, je me suis donné l'autorisation, je me suis permis de prendre quelques petits passages de Cantate de guerre, puisque c'était cette pièce que j'avais en tête, qui m'a permis d'écrire l'Orangerie. Et sans avoir écrit... Je pense que Cantate de guerre m'a vraiment préparé à écrire l'Orangerie d'une certaine façon. Et puis, c'est vrai que moi, au départ, je voulais que tous les personnages soient sur scène, dans l'ouverture ou l'introduction, pour bien montrer qu'on est quelque part au théâtre. Et on a mis beaucoup l'importance, Claude et moi, sur le fait que c'est une fable, qu'on raconte une histoire. Parce que c'est ça aussi que je me suis dit quand j'écrivais le roman. Je m'étais toujours... parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion que les personnages ne parlent pas français, puisque ça se passe dans un pays, sans doute au Moyen-Orient. Et il fallait que je trouve un ton pour que le lecteur y croie à ces personnages. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'imaginer « Il était une fois ». Il était une fois dans un pays qu'on ne va pas nommer, d'une époque qu'on ne va pas trop préciser. Et sans ce petit « Il était une fois » que je n'ai pas écrit, évidemment, mais il était là comme une antichambre à chacune de mes phrases ou de mes paragraphes. Et c'est ça qui fait qu'on a une certaine tonalité, une certaine musicalité dans le texte, et qu'on retrouve aussi dans l'adaptation théâtrale, je pense. Mais c'est la difficulté aussi du pays imaginaire et de l'Amérique imaginée. Dans le roman, on adhère à ça sans problème, alors que quand on arrive sur scène et qu'il faut le mettre dans les corps et les bouches des comédiens, à un moment donné, il y a quelques difficultés de... OK, ils parlent tous français. Quel français? Un français plus littéraire, le français de l'air ric. C'est quoi l'accent qu'on garde quand ils sont dans le pays imaginé? Et quand on arrive dans l'Amérique imaginaire, est-ce que ça se passe à l'École nationale de théâtre, ce cours-là, ou ça se passe à Pittsburgh, ou c'est où? Et c'est quoi? Alors, là aussi, on s'est posé énormément de questions. Comment traduire ça? Et dans la version retravaillée qu'on est en train de faire, encore là, on glisse encore plus le personnage de Michael dans un accent encore plus québécois qu'on le faisait. On s'amène un petit peu plus loin dans cette zone-là. Mais c'est toujours fascinant de voir comment... C'est sûr qu'une fable écrite et une fable théâtralisée, il y a des espèces de pièges qui sont à éviter. Et on avait heureusement juste trouvé les jumeaux. 2 jumeaux, là, que tu lis le roman, tu fais, j'ai 2 jumeaux, là, ils sont pareils. Mais là, il n'y en a pas 2 comédiens pareils, là. Fait que là, à partir de ça, tu te dis, on va faire des choix et imposer 2 corps différents et accepter que ce sont des jumeaux. Alors, à partir du moment où on permet aux spectateurs d'accepter cette zone-là, ces choix-là,
quels choix aussi on peut leur faire accepter et lesquels refuseront-ils, diront ça c'est trop. Alors c'est de savoir doser cette route vers la fable qui a été la difficulté, parce que l'adaptation comme telle, autour d'une table, c'est formidable. C'est à partir du moment où on se levait dans l'espace que je faisais « Larry, viens m'aider ». Oui, mais c'est sûr que quand on lit le roman, on sait bien que les personnages sont habillés. Mais moi, je n'ai pas décrit les vêtements. Ouais, Alors, mais sauf que, OK, mais quels vêtements? Est-ce que c'est des vêtements qu'on va pouvoir préciser par rapport à une culture, une géographie, un climat? Ça, c'est... Le roman, j'avais pas ce problème-là, moi, parce que c'est mon lecteur qui habille mes personnages, inconsciemment, bien sûr. Mais ils les habillent, ils sont pas tout nus. Mais au théâtre, il faut qu'ils soient habillés. Et puis, comme tu parlais de l'accent, c'est quelle bouche qu'ils ont, quel rythme. C'est l'incarnation, alors que dans le roman, ça rentre dans la tête du lecteur et c'est lui qui fait tout le travail. Donc, c'est vraiment différent. Hein. C'est très, très, très différent. C'est très différent. Et oui, puis au début aussi, pour un acteur dans la vingtaine, comme les deux acteurs qui ont joué Ahmed et Aziz, jouer un enfant quand on a dans la vingtaine, c'est pas évident. Et j'allais assister à quelques répétitions et... Tu te souviens, je disais, mais on dirait qu'ils ont l'air stupides. Parce que quand un adulte joue l'enfant, ça fait stupide. On dirait qu'il... Ça aussi, ça a été long à trouver. D'accepter de ne pas jouer des enfants, qu'on acceptait qu'Aziz et Ahmed sont des enfants. De toute façon, il y en a un qui meurt et l'autre qui survit. Et l'autre, après ça, il change le costume, puis il joue pareil. Là. Il joue pareil. Il y a une différence, parce qu'il y a 21 ans, mais il n'y en a plus 9. Mais en même temps, regarde, on ne va pas te faire croire que tu avais 9 ans. C'est ça. Et en même temps, il faut quand même dessiner quelque chose de l'enfance dans le corps. Alors, oui, ils l'ont trouvé. Mais c'est vrai que c'est pas évident, là, sachant que l'un des deux va avoir 10 ans de plus dans l'histoire. Il faut que lui aussi se dise comment je vais faire pour vieillir de 10 ans en quelques minutes, parce que ça va vite au théâtre. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait, je dirais, une partie des spectateurs qui avaient lu le roman, une partie des jeunes aussi qui avaient été invités par leur professeur à lire le roman, d'autres qui allaient le lire après, d'autres qui ne le liront jamais, d'autres qui ont vu que la pièce dans leur vie. Et il y avait toute cette vie-là de discussion, d'échange qui a été très, très enrichissante. Puis on se disait, il y aura toujours quelqu'un qui va nous dire « J'ai aimé la pièce que le roman, j'ai aimé le roman que la pièce », on s'en fout. C'est pas là qu'est là. Il y avait, au contraire, je trouvais que ça donnait à toutes cette possibilité de prendre une œuvre et de la... Comme je dis, pas l'adapter, c'est l'auteur lui-même qui fait juste un système de passation vers autre chose. C'est rare, c'est très rare, ça, je trouve, si on cherche là, chez nos romanciers devenus dramaturges tout à coup, là, c'est comme si Michel Tremblay adaptait son roman en théâtre. Lui-même. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Je pense qu'il l'a déjà fait. Il a fait peut-être... il a réutilisé ses personnages. Enfin, il ne les a pas utilisés, mais c'est pas un beau verbe, là, mais il les a promenés, en tout cas. Il les a promenés d'un médium à l'autre. Ouais. Ça pourrait peut-être nous amener à la dernière question avant qu'on passe peut-être le micro au public. Peut-être pour vous demander, donc, oui, c'est un cas exceptionnel, l'Orangeraie, parce que là, il y a vraiment eu un travail en simultané. Et tu as dit tout à l'heure que le ventriloque, à un moment donné, était un petit peu en proie. Tu savais pas exactement où ça allait, donc tu as dit, viens voir les deux scènes, puis viens choisir. Mais de façon générale, comment se déroule le travail entre Claude Poisson et Larry Tremblay? Je crois que j'ai vu quelque part, tu as dit, c'est un auteur idéal parce qu'il nous laisse aller complètement. Il me semble... Oui, c'est un auteur idéal, mais Larry dit tout ce qu'il pense. Des fois, ça peut avoir des dangers, mais ça, c'est formidable. Pour moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est extraordinaire parce que c'est comme... Il n'y a jamais d'attaque. Les choses sont dites. Mais on est dans un univers parfois où le travail fait en sorte que les gens sont rendus qui ont travaillé sur quelque chose dont Larry n'a pas vu le processus. Et lui, il parle de là où on est rendu. Alors, donc, il faut des fois réajuster le pourquoi on est rendu là, mais en même temps, jamais ou très peu de susceptibilité d'acteurs qui pourraient dire... parce que Larry dit les choses et il dit pas juste les choses à moi, j'y donne
vas-y, dis-le directement aux acteurs. Je me dis que les gens sont assez matures pour recevoir. Et même si on est à 2 semaines d'une première, puis quelqu'un se fait dire c'est pas ça pantoute le personnage, c'est pas grave. On regarde, on a le temps d'y arriver. Alors moi, j'ai toujours aimé cette objectivité, ce direct, cet absolu, et qui est jamais sans indélicatesse, là. Oui, ben en fait, c'est parce que le climat de travail, il n'y a pas de paranoïa. Donc, c'est ça qui est formidable. On n'est pas là pour se persécuter mutuellement, mais pour construire, élaborer un objet qu'on appelle un spectacle. Donc, c'est pas le texte qui est important, c'est tous les éléments, la mise en scène, les conceptions. En fait, c'est ça l'objectif. Donc, on tire pas la couverte à soi. Si on me demande de couper, je vais dire oui, bien sûr, parce que j'ai pas de problème pour couper. Absolument pas. Il n'y a pas de problème pour... comment je dirais? Larry est présent, mais si Larry demande, voulez-vous que je vienne? Je peux rester chez nous, je peux faire d'autres choses, je peux venir. Il est entièrement invité, mais des fois, on fait regarde, laisse-nous travailler. Et c'est pas quelqu'un qu'on fait Larry s'en vient, j'ai peur de ça. C'est pas vraiment pas. On n'est pas. C'est vrai que il est prêt à voir quelque chose qui est catastrophique. Oui, parce qu'il y a vraiment des gens où l'auteur est craint. En fait, j'ai déjà vécu ça. Là. L'auteur est craint parce qu'on a peur de lui, on a peur de son jugement. Ou il va aimer ça, il va pas aimer ça. Enfin, mais tu viens du corps aussi, là. Je veux dire, Katakali, tout ça fait en sorte que lui, à un moment donné, tu donnes des notes à un acteur, tu es rendu à une certaine étape dans le travail, et lui, il arrive un peu tout neuf, il n'est pas venu depuis 3 semaines, et tout à coup, il fait... Pourquoi il joue tendu comme ça? Il joue tendu. OK, il joue tendu. OK, alors je sais qu'il a vu quelque chose dans le corps que je n'identifiais plus parce que j'en ai 10 à suivre. Et puis, il met le doigt sur les choses parce qu'il sait c'est quoi jouer, il sait c'est quoi... Fait que c'est un atout formidable. Ce qui fait que... Ce qui rend la chose complice aussi, là, je veux dire, il y a une mutuelle confiance et ça, c'est... Je veux dire, on rencontre pas ça beaucoup, je pense, dans nos parcours, là. Ouais. En parlant d'influence, j'ai oublié de mentionner le Katakali. Tu sais que tu parlais de mes influences. C'est une grosse influence. Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail choral au théâtre particulièrement? C'est intéressant. C'est comme si les comédiens... j'aime les acteurs. Pour moi, je veux dire, il y a beau avoir un auteur, il y a beau avoir toutes sortes de monde qui travaille à une production, c'est les acteurs qui vont faire rendre la chose, la rendre au public. Et il y a dans le travail choral une exigence qui fait que les acteurs sont obligés d'aller dans une rigueur immense de précision à tous les niveaux et d'écoute absolue. Et ça, moi, cette espèce de... comment je dirais de... c'est comme si ça portait le théâtre à un endroit qui en soi n'est pas réel, mais qui finit par créer un objet qui est d'une collectivité comme est ce sport national qu'est le théâtre, le plus collectif des arts. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui fait que j'ai l'impression probablement d'un rassemblement et où tout le monde doit travailler. C'est pas une loi, là, mais dans le travail choral que j'ai fait, je voudrais me déposer la tête, Dragonfly of Chicoutimi, récemment sur le texte de Rachel Gratton au Théâtre d'aujourd'hui, il y a quelque chose dans la délicatesse, l'obligation du spectateur de tout recevoir, tout entendre. Je suis toujours mon premier spectateur, puis je me dis, mon œil et mon oreille vont où? Il faut que moi, je trace l'endroit où j'ai l'impression que chacun va aller, même s'il n'ira pas à cet endroit et de la même manière. J'ai comme besoin, moi, et ça, c'est de le faire avec plusieurs voix, plusieurs corps, ça oblige à que le théâtre soit une seule et même matière
Je sais pas, j'ai l'impression de... Je sais pas si c'est probablement ça. Là. Première fois que je me fais poser la question, je l'analyse à vif. D'autres personnes ont des questions? Oui, Kevin? Je me demandais, Larry, avant toi, en théâtre, il y a beaucoup d'écrivains qui voulaient représenter une réalité homosexuelle en la mettant sur scène. Je pense à Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard, etc. Quand on arrive avec ton théâtre, il me semble que c'est différent. La sexualité est beaucoup plus trouble. On quitte un peu l'identitaire. Je me demandais comment tu voyais cette partie-là de ton écriture, puis Claude, comment tu la travaillais en mise en scène. Ben, en fait, c'est vrai que c'est trouble. C'est jamais clair. Je n'aime pas... J'aime pas comment je pourrais dire, des textes qui tout de suite indiquent une victime ou un problème sociologique. J'ai vraiment une réticence à faire un texte dramatique et qui... Je sais bien qu'il y a d'excellents textes qui font ça, mais moi, je préfère toujours le questionnement et l'ouverture, la possibilité. Donc, quand on met des mots comme homosexuel, tout de suite, ça définit très fortement un personnage. J'hésite pas, j'évite de le faire, en général, pour qu'on le découvre, si c'est le cas ou pas, ou si c'est autre chose. Parce que les mots sont importants, surtout quand on définit des personnages. Et je mets très peu, j'ai très peu de didascalie, donc c'est surtout là, avec le metteur en scène qu'on découvre, que tout le travail d'incarnation se fait à partir du casting. Et les relations avec les autres personnages aussi. Et comme on parlait de Grande Écoute tout à l'heure, la relation entre le père et le fils dans Grande Écoute, c'est très, très sombre, ténu, caché. Et il faut être très vigilant pour la capter. Parce que je ne voulais pas que cela tire toute la pièce. Donc, il y a plusieurs enjeux dans mes textes et un metteur en scène va décider de mettre plus d'importance sur un plutôt que sur un autre. C'est un tressage. En fait, c'est un tressage. Alors, peut-être qu'un jour, je ferai des personnages un peu plus clairs dans ce sens-là, mais en fait, au moment où je te parle, j'en doute. Mais we never know. We never know. C'est intéressant. C'est parce que si je monte Tom à la ferme puis que je monte Dragonfly chez Chicoutimi, je travaille pas la matière de la même manière parce que les deux ont probablement veulent cacher quelque chose de leur sexualité d'une certaine manière, mais il y a quelqu'un qui au bout du compte veut le crier à tout vent et l'autre qui veut que ça disparaisse dans la nuit des temps. Fait que là, c'est probablement qu'avec le texte de Michel Marc, je construis pour arriver à ce hurlement-là et je dirige les acteurs en ce sens-là. Je ne sais pas exactement comment je le fais. Tandis que avec un texte comme The Dragonfly, je laisse naître les choses de façon presque... en tout cas discrète, parfois même impalpable, mais dans la distribution, au départ, en choisissant Danny Boudreau, c'est de le mettre au centre, cette figure de vieille âme, un peu avec sa féminité. Il y avait là un choix, une proposition qui, pour moi, était suffisante en soi. Tandis que dans Tom à la ferme, les deux acteurs choisis, eux autres, laissaient paraître une possibilité d'hétérosexualité ou il y avait pas cette féminité au départ ou cet angle, mais le texte là je veux dire le texte il hurle à la lune là, fait que donc c'est ça, mais c'est intéressant comme question. Oui, parce que quand on parle du Dragonfly, il y a eu beaucoup de textes écrits là-dessus, d'analyses un peu, et puis des analyses sociologiques, politiques, un peu sexuel, mais c'est pas ça qui ressort le plus dans les analyses de la pièce, finalement. Il y a aussi tout le problème de la langue linguistique, de l'identité nationale. Donc, tu vois, si j'avais mis plus de lumière sur la partie sexuelle de ce texte, je pense que la pièce aurait moins eu de succès, parce qu'elle aurait été un peu plus cataloguée et mise dans un tiroir. Et donc là, elle est très ouverte et on peut l'analyser de toutes sortes de façons. Elle devient, je pense que sa richesse vient tu parles de ce mystère. C'est vrai que
c'est qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, mais c'est là, c'est toujours là, mais on ne l'affiche pas. Et ça gronde, quoi, c'est là. Mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs couches. Mais c'est ça que j'aime, moi, dans le théâtre, c'est les multicouches. Mais c'est ce que tu dis, ce qui gronde, là. C'est ce qu'on n'est pas sûr de, là. Ce qui est possible à différentes interprétations. C'est comme, pour moi, souvent, cette espèce de... cette richesse de nuances, c'est la vie. Sinon, on rentre juste dans le discours, là. Mais vous avez répondu au sujet de Dragonfly, mais aussi dans Grande Écoute, c'est ça aussi. À un moment donné, cette relation justement avec l'interviewé, on ne sait pas s'il recherche son fils ou c'est carrément une tendance homosexuelle qui se manifeste. Encore une fois, c'est extrêmement flou, c'est très intéressant. Aussi, Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'aime, c'est l'ambiguïté ou l'ambivalence parfois aussi, le paradoxal, la contradiction. En fait, tous ces trucs-là, c'est vraiment là où j'écris, moi, dans ces zones-là. C'est jamais noir, blanc, c'est autre couleur. Mais c'est le fun parce qu'on est à une... je veux dire, j'ai vu la dramaturgie évoluer de ceux qui en parlaient même pas jusqu'à ceux qui voulaient en parler, jusqu'à ceux qui voulaient peut-être en parler, jusqu'à ceux qui ont plus besoin d'en parler, mais qui en ont. C'est comme, on est vraiment... c'est le fun de voir, je suis sur le travail de Fanny Britt en ce moment, puis OK, on est dans une autre façon de l'aborder sans l'aborder, là, cette richesse de l'identité sexuelle. Fait que c'est le fun. La dramaturgie est collée sur le réel. Ouais. Je crois que sur cette parole positive, on peut clore la rencontre. Et le Crilk vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre d'écrivaines et d'écrivains qui aura lieu avec Olivier Chouanière et Max Otto-Fauteux. Et c'est un rendez-vous.